Est-ce que c'est bon? Ok, attendez. Ok, parfait. Du coup, je me présente, je m'appelle Léa, je passe en deuxième année de médecine. Anissa, tu te présentes? Bonjour tout le monde. Je suis Anissa et je suis en troisième année de médecine. Et je vous ferai la suite après Léa. Voilà, parfait. Ok. Ok, donc avant de commencer, il faut quand même faire plusieurs précisions concernant cette matière. Donc la SSH, les sciences humaines et sociales, c'est la matière qui aura le plus gros coefficient, en tout cas en LAS2. Le coefficient est de l'ordre de 6, donc c'est là où il y aura le plus de questions. Sur 40 questions, il faudra compter au moins 15 questions là-dessus. J'ai trouvé que c'était la matière la plus accessible. Après, ça dépend de vos majeurs. Moi, j'étais en droit, donc pour moi, c'était vraiment une matière où j'avais le plus de facilité. Il ne faut pas nécessairement devoir faire de calcul. Il n'y a pas du tout de calcul, ce n'est pas les maths. Donc voilà. Même si c'est une matière plutôt facile, c'est important de comprendre les cours. Il ne faut pas juste apprendre par cœur, il faut vraiment comprendre les principes. Et aussi, il ne faut pas hésiter à contacter le professeur par le biais du forum LAS. Il est disponible via l'UNT, c'est le forum qui est disponible via Amétis. Et ils répondent assez souvent. Enfin, il faut compter au maximum 2 semaines, mais je vous conseille vraiment, si vous pouvez, d'envoyer une question, quoi. Donc, il y a plusieurs... je vais vous présenter d'abord le sommaire. Il y a plusieurs parties. On va commencer d'abord par l'introduction. En second lieu, on va continuer avec la définition de l'éthique. Au début, on verra l'éthique sous forme d'adjectif, ensuite en tant que nom, et après, on verra vraiment des cas liés à l'éthique avec l'avortement, le handicap et le dépistage. Ensuite, Anissa, elle prendra le relais et elle parlera des principes de l'éthique où elle détaillera en fait chaque principe. Donc, il y en a 4, l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice. Donc, on va commencer. Donc, déjà, on va parler du soignant qui apparaît dans la société sous 2 aspects. Là, j'ai mis un point d'interrogation, mais c'est fait exprès parce que j'aimerais que vous arriviez à deviner en fait comment il apparaît dans la société, avec quels principes, les principes auxquels il est soumis. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat si vous avez des idées. Là, il y a quand même un grand indice ici, mais voilà. Droits de l'homme, principe d'éthique. Alors, vous y êtes presque pour les droits de l'homme. C'est un peu plus, enfin, c'est relié, mais c'est pas nécessairement, enfin, c'est pas exactement ça. Enfin, oui, mais c'est prévu par la DDHC, mais c'est pas. Voilà, parfait. Donc, en fait, il est soumis sous les principes politiques en tant que citoyen et sous les principes éthiques. Attendez. Voilà. Donc voilà, le soignant, c'est un acteur dans la société en tant que citoyen. Il est soumis à un certain nombre de principes politiques qui sont prévus du coup par la DDHC. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ça c'est de 1789. Mais il apparaît aussi en tant qu'acteur professionnel où il est quand même, sa conduite en fait est régie par les principes éthiques qui permettent d'organiser la vie au sein des établissements de santé. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est plutôt les principes éthiques, vu que c'est un peu le sujet du cours, mais les établissements de santé, c'est l'hôpital, les cliniques, tout ça. Donc, bien retenir qu'il a un double aspect, le soignant dans la société, citoyen et acteur professionnel. OK. Est-ce que jusque-là, non, normalement, vous n'avez pas trop de questions, je vais regarder quand même. OK. Donc, la définition de l'éthique. Donc, tout d'abord, on va voir l'éthique en tant qu'adjectif. Là, j'ai mis la définition qu'il faudra connaître.
Donc l'éthique, en tant qu'adjectif, c'est une conduite qui met en œuvre des valeurs socialement partagées, comme la loyauté, la justice, l'honnêteté intellectuelle, la maîtrise de soi ou encore le contrôle de ses impulsions. En tant qu'adjectif, l'éthique, on peut considérer que la conduite éthique et la conduite morale sont des synonymes. Donc, ça induit logiquement qu'il n'y a pas de différence entre l'éthique et morale. Donc, je le répète, mais en tant qu'adjectif, il faut bien retenir qu'il n'y a pas de différence entre éthique et morale. C'est important parce que ça tombe dans les examens. On va continuer, du coup, avec l'éthique en tant que nom. Donc, l'éthique en tant que nom au substantif, là, elle est différente de la morale. Donc, il ne faut pas confondre l'éthique en tant qu'adjectif ou en tant que nom. Pourquoi, du coup, quelle est la différence entre les deux? Du coup, c'est dans la définition. La morale, c'est un système d'obligations qui s'impose catégoriquement. Il s'impose catégoriquement, ça veut dire qu'on ne peut pas discuter. Là, il y a des exemples qui sont issus du cours. La morale demande d'être loyal, d'être franc, d'être sincère, de faire preuve d'honnêteté et de dire la vérité envers celui qu'elle concerne directement. Tandis que l'éthique, c'est une réflexion suscitée par un dilemme. Vu que c'est une réflexion, ça ouvre les portes à la discussion. Donc voilà, là c'est très important de voir la différence entre les deux. C'est vraiment une question de discussion. Du coup, là, depuis tout à l'heure, on parle un peu de dilemme. Là, on va se demander ce qu'est qu'un dilemme éthique. Désolée, il y a mon chat qui miaule. OK. Donc, là, j'ai mis à retenir plus, parce que, du coup, un dilemme, c'est la définition, c'est quand nous sommes dans un carrefour entre deux décisions possibles et contingentes. Donc, du coup, logiquement, là, le dilemme éthique, c'est du coup une situation frustrante dans laquelle il faut choisir entre des obligations morales qui se contredisent et qui se télescopent. Donc voilà, les deux définitions, il faut bien les apprendre, il faut bien les connaître. Et du coup, un dilemme éthique, c'est assimilé à un cas de conscience, à un conflit de devoirs. L'éthique, c'est la science du malaise. Donc, on va se demander maintenant où intervient l'éthique, quand est-ce qu'on va devoir s'en servir. Pour la majorité des situations, il y a déjà des outils juridiques, des outils de déontologie et les règles de bonne pratique de la HAS, la Haute Autorité de Santé. Mais il y a quand même des situations où ce n'est pas aussi facile que ça et qu'il faut du coup avoir une réflexion éthique. Donc là, on va mettre plusieurs exemples, notamment issus du cours. Par exemple, le cas où le patient ne veut pas en savoir davantage sur sa maladie. Dites-moi si je suis un peu trop rapide, hein. Si jamais vous devez prendre des notes. Dans tous les cas, il y aura le diapo disponible d'ici peu. Mais est-ce que ça va pour l'instant? Ok, parfait. Donc, on continue. Donc là, c'était un exemple de dilemme moral, le cas où le patient ne veut pas en savoir davantage sur sa maladie. Donc, voilà, logiquement, là, on a un patient qui est déchiré entre deux choses. D'un côté, il veut connaître la nature de sa maladie. Mais de l'autre, il a peur de subir une angoisse intense à l'idée d'une mauvaise nouvelle. Il est déchiré entre la vérité, entre connaître la vérité, mais d'un autre côté, il est déchiré parce qu'il a peur. Il a peur d'avoir cette angoisse, en fait. Donc, dans ces cas-là, il y a plusieurs exemples, encore issus du cours. Par exemple, on a un patient qui était atteint d'un cancer et qui rechute d'un cancer. Il ne le sait pas, mais dans tous les cas, il ne veut pas entendre que son cancer a repris. Là, hop, un dilemme. Le médecin, lui, il souhaite lui annoncer cette nouvelle parce que du coup, ça permettrait au patient d'avoir une chance de guérir.
et que du coup, ça éviterait une perte de chance. Du coup, le médecin veut lui donner à nouveau un traitement qui pourrait lui permettre de guérir. Mais du coup, dans ces cas-là, dilemme, quoi. Là, pareil, un patient, il est porteur d'une maladie infectieuse, par exemple le VIH. Là, on est dans le cas où le patient ne souhaite pas le savoir, mais d'un autre côté, le médecin, il est bien embêté parce que lui, il a une obligation en fait, de l'informer, puisqu'il risque de contaminer ses partenaires sexuels. Ça, c'est un exemple du cours où c'est marqué dilemme, mais dans tous les cas, le médecin, il est obligé. Dans le cas de la VIH, là, il est obligé de l'informer. OK. On va continuer avec un exemple un peu plus précis sur l'avortement qui, comme c'est indiqué, c'est l'un des premiers dilemmes de l'histoire de la médecine. Donc ça, c'est important de bien connaître les exemples donnés dans le cours. Alors là, on va voir au cas par cas, parce que du coup, comme c'est un dilemme, il y a plusieurs arguments qui penchent en faveur de l'avortement ou plusieurs arguments qui penchent en défaveur de l'IVG. L'IVG, c'est l'interruption volontaire de la grossesse. Donc, on va regarder ça en détail. Alors, pour l'IVG, déjà, on pourrait voir la souffrance de la femme qui porte en elle un embryon, mais qui ne le désire pas pour plusieurs raisons qui la concernent. Parce que d'un côté, en effet, si on est obligé d'enfanter, on éprouve inévitablement de la souffrance. Sauf que du coup, cet argument en faveur, il peut être contrebalancé par un argument en défaveur, qui est que la femme a toujours un risque de regretter d'avoir avorté. Et ça, c'est dans le cas où, par exemple, elle ne peut plus avoir à nouveau une grossesse. Deuxième argument, on sait que la femme, elle dispose de son corps, c'est une de ses libertés fondamentales, d'ailleurs que tout être humain partage. Mais d'un autre côté, cette liberté, elle peut être contrebalancée par le fait que dans certaines religions, on dispose que tout être humain a droit à la vie. Et là, le professeur insiste en disant que ce n'est pas rien de supprimer la vie d'un être en devenir. Mais suite à tous ces arguments, il y a quand même celui du personne ne veut venir au monde s'il n'est pas désiré et aimé, parce que ça peut entraîner après des dérives. Là, on va un peu aller dans les extrêmes, mais je ne sais pas, de la maltraitance, tout ça. Et là, on voit qu'il n'y a pas d'argument en fait, pour contrebalancer l'argument pour l'IVG. Donc voilà, là, c'est une image qui est issue du cours, enfin du diaporama du professeur Lecoz. On voit que la balance, elle penche clairement pour l'IVG. On voit que là, les arguments pour ont plus de poids que les arguments contre. Et ça, du coup, c'est pour la majorité des pays occidentaux. Après, les femmes peuvent toujours être en hésitation pour trouver une solution. Et dans ces cas-là, le praticien, il a le devoir de délibérer avec elle pour du coup amener à une solution, à un choix qui sera le plus cohérent. Concernant la France, dans le cas de l'avortement, il est possible jusqu'à la 14e semaine d'aménorrhée. L'aménorrhée, c'est l'arrêt des règles. Là, j'ai quand même ajouté une petite précision qui n'est pas issue du cours, mais que j'ai pu remarquer parce qu'en fait, il y a eu une nouvelle loi qui a été promulguée le 2 mars 2022 qui allonge ce délai de 14 à 16 semaines d'aménorrhée. Je ne sais pas si le professeur il en prendra rigueur, si jamais vous aurez des modifications, mais c'est simplement pour vous notifier qu'en 2022, en tout cas depuis cette loi-là, ce délai a été allongé de 2 semaines. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous noter ça quelque part, qu'il y a une petite modification et que si jamais le professeur n'en parle pas, vous apprenez tel quel, voilà, même si c'est un peu périmé, entre guillemets. Sinon, n'hésitez pas aussi à lui envoyer un message dans le forum pour lui dire, pour lui parler de cette loi, quoi, que ça a changé. J'espère que vous embrouille pas trop. OK. Donc, on va continuer du coup avec le handicap. Là, je vous ai remis en rappel le délai légal de l'IVG en France, qui est de 3 mois. Mais je vous ai quand même mis ça du coup, parce que je pense que c'est quand même important
parce que du coup, il y a eu cette loi qui vise à renforcer le droit à l'avortement. Mais du coup, on va continuer avec le handicap. Donc, il y a un dilemme moral, notamment quand, après 3 mois de grossesse, il y a une découverte d'un fœtus qui est porteur d'une anomalie. Donc, on remarque qu'après 3 mois de grossesse, après le délai légal de l'IVG, il y a une anomalie qui, par exemple, apporte un retard de croissance important qui peut là entraîner des complications comme le nanisme, la chondroplasie ou la trisomie 21. Et dans ces cas-là, le législateur, il va permettre à la femme de demander l'arrêt de la grossesse au-delà du délai légal. Au-delà de 3 mois, si jamais il y a vraiment un exemple, il y a vraiment des complications, des maladies, des anomalies, tout ça, elle peut demander dans des cas précis. Mais faut quand même juste détailler que c'est un arrêt de la grossesse, mais c'est un arrêt, c'est une interruption médicale de la grossesse. Et du coup, on va voir un peu les différences entre les deux. L'IVG, du coup, l'interruption volontaire de la grossesse, c'est facile, c'est dans le nom. La femme veut arrêter la grossesse. C'est son choix. Elle ne désire pas son enfant pour les raisons qui lui concernent. L'IMG, c'est l'interruption médicale de la grossesse. Là, c'est un peu plus compliqué. La femme, elle voulait enfanter, elle souhaitait la grossesse. Mais c'est avec regret qu'elle doit l'arrêter, du coup, pour les raisons dont on vient de voir juste maintenant. Mais du coup, je vous ai mis quand même une petite attention parce que dans tous les cas, c'est le choix de la femme. Que ce soit pour l'IVG ou l'IMG, c'est le choix de la femme d'arrêter ou non la grossesse d'un enfant atteint d'une maladie grave. Bon, du coup, ça, c'est dans le cas de l'IMG. Parce que du coup, si jamais l'État ou le corps médical, le médecin, ils imposaient à la femme de poursuivre ou d'arrêter cette grossesse, on est dans le cas de l'eugénisme. Donc voilà, il faut bien faire attention. Dans tous les cas, même dans l'IMG, c'est le choix de la femme. Retenez bien ça. Ensuite, on va quand même voir aussi les différences entre un fœtus et un enfant ayant dépassé le stade de fœtus, notamment parce que le fœtus, la législation en tout cas, considère que le fœtus n'est pas une personne à part entière. Le fœtus ne dispose donc pas de droits tels que le droit à la vie. Le professeur insiste en mettant que du coup, on ne voit pas le fœtus. Concernant l'enfant ayant dépassé le stade de fœtus, là, c'est différent. L'infanticide, le fait de tuer des enfants, il est interdit. L'enfant qui est venu au monde a un droit à la vie. Il suscite des émotions de protection. Et là, on voit que c'est ce qui rend l'euthanasie néonatale, c'est-à-dire après la naissance, difficile par rapport à l'euthanasie fétale. Le professeur, là, il va insister en disant que lorsqu'on voit le bébé, ce n'est plus pareil. Pour un exemple de IMG, du coup, on m'a demandé... Attendez, est-ce que... Ok, j'arrive pas à revenir en arrière. Ah si. Du coup, c'est un peu ces cas-là. Enfin, en tout cas, les exemples du cours, c'est en cas de nanisme, en cas d'achondroplasie, de trisomie 21. Enfin, voilà, c'est ce genre d'exemple qui est donné dans le cours, en tout cas. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire, là, on reprend du coup pour le fœtus et l'enfant ayant dépassé le stade de fœtus. C'est que du coup, comme je vous l'ai écrit en orange, en éthique, les émotions ont un rôle très important. Voilà. Parce que du coup, le fait de voir l'enfant, ça va susciter des émotions de protection. Et c'est pour ça que du coup, l'euthanasie est plus difficile dans ces cas-là. On va continuer avec un second exemple qui est également issu du cours. Ça nous amène à la problématique de faut-il renoncer à entreprendre des soins actifs si un nouveau-né est gravement handicapé? Et là, je ne sais pas si vous connaissez l'affaire Titouan. En tout cas, c'est une affaire qui a déferlé dans les médias. Donc ça, on voit les parents. En fait, c'est l'histoire d'un enfant, d'un bébé qui est né prématurément.
il devait naître en décembre et il est né fin août, ce qui a amené à plusieurs complications dans son état de santé. En effet, les parents, ils ont une grande détresse à l'idée d'avoir un enfant handicapé. C'est pour ça qu'ils ne souhaitaient pas poursuivre les soins de leurs enfants. Sauf que du coup, ça amène à un dilemme moral. Ce genre de dilemme, ça nécessite de mener une délibération pour savoir s'il serait souhaitable d'arrêter les soins intensifs et accompagner le jeune enfant jusqu'à la fin de sa vie. Là, bon, petit spoiler, c'était la solution qui a été en tout cas prise pour cette affaire-là, mais je pense que c'est quand même important de voir les différents arguments qui justifient en fait la réflexion auprès de ce dilemme. Donc, d'un côté, l'enfant est né. Voilà, il dispose de droits tels que le droit à la vie et à la protection. D'accord, il a ce genre de droits, mais du coup, ça va amener comme conséquence que du coup, s'il continue de vivre, s'il a ses soins actifs, il y a toujours ce risque qu'il soit rejeté plus ou moins par ses parents, mais inévitablement, il vivra avec un handicap très, très lourd. De l'autre côté, on pourrait aller aussi dans le sens des parents. Mais dans ces cas-là, on transgresse l'interdit de tuer qui protège l'enfant. On voit bien que là, il y a des arguments qui se contrebalancent. Et du coup, aucune solution est satisfaisante. Je reçois plusieurs messages pour le lien pour les LAS 1. Non, désolée, je ne l'ai pas, mais peut-être que Manel, elle peut te l'envoyer. Et du coup, Anissa, elle a envoyé aussi un exemple d'IMG. Elle a parlé de la trisomie 21 et que certaines prennent la décision d'interrompre leur grossesse en apprenant que leur enfant est atteint de trisomie. Voilà. Ok, on va continuer avec maintenant le dépistage, avec l'éthique et le dépistage. Donc, le dépistage soulève lui aussi un dilemme. Là, on va prendre l'hypothèse du professeur qui a dit « Supposons qu'il y a une protéine qui peut être libérée suite à une lésion cérébrale et qui pourrait indiquer les premiers stades d'une maladie neurodégénérative. » Là encore, plusieurs problématiques. Déjà, est-ce que chacun, en tout cas même est-ce que tout le monde ici serait d'accord pour se faire dépister? Se faire dépister, ça serait prendre en fait le risque d'apprendre 10 ans à l'avance que nous allons avoir Alzheimer. Enfin, du coup, ce n'est pas un risque vu que c'est complètement le but du dépistage. Mais je veux dire, est-ce que chacun serait prêt là à apprendre maintenant que dans 10 ans, on va avoir Alzheimer en sachant que c'est une maladie où il n'y a pas de traitement? Et du coup, qu'est-ce qui se passerait dans nos relations avec nos proches, notre famille? Par exemple, on pourrait avoir un conjoint ou une conjointe qui pourrait clairement fuir face à l'idée de devoir plus tard nous accompagner dans cette maladie, quoi. Donc, conclusion, c'est qu'il y aura toujours un dilemme moral en présence d'une maladie pour laquelle il n'existe pas de traitement curatif. Du coup, je vous ai fait un petit résumé avec les points qui sont pour moi les plus importants. C'est que du coup, en tant que non, l'éthique est différente de la morale. La morale caractérise un système d'obligations qui s'impose catégoriquement. Elle ne se discute pas. Et enfin, avec l'éthique, la solution n'est pas évidente. Elle se discute. Là, si vous avez envie de prendre des notes, prenez le temps. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ce qui tombe dans le concours, dans les écuries, tout ça. Vous me dites quand c'est bon. Ok, on va dire que c'est bon. Je n'arrive pas à voir le chat. Ok, donc là, on va continuer avec le deuxième chapitre du cours.
Là, jusqu'à là, on était dans l'introduction. Là, on va entamer les principes de l'éthique. C'est le sujet du cours. Donc, OK, à quoi servent les principes éthiques? Pourquoi ils sont là? Tout simplement pour aborder les dilemmes en éthique. Ce sont donc des outils, en fait. C'est des outils pour aborder ces dilemmes. On va faire un petit point étymologique. Qu'est-ce que signifie principe? Ça vient de princeps, ce qui vient en premier, ce qui permet d'ordonner. Et là, on va voir que ordonner, il y a deux sens dans ce terme-là. Déjà, de un, il donne des ordres. Et de deux, il organise et structure la délibération. Donc là, on voit que ça correspond clairement avec les dilemmes moraux. Donc voilà, ces principes, en fait, ils servent du coup à structurer pour pas qu'il y ait, pour que en tout cas la concertation soit audible, qu'il n'y ait pas d'empirisme décousu. Donc voilà, quels sont les principes éthiques? Il y en a 4. Il y a le principe d'autonomie, de bienfaisance, de non-malfaisance et de justice. Je répète, autonomie, bienfaisance, non-malfaisance et justice. Les passes, je pense que vous avez déjà vu ce cours l'an dernier, mais en tout cas, ceux qui sont issus d'ALAS 1, retenez bien ça. Ces principes, ça sera toujours les mêmes dans le cours de SSH. Il faut bien savoir à quoi ils correspondent, il faut bien connaître. Il y a également des petits pièges dans les QCM. Par exemple, ils vont vous demander combien il y a d'éthiques, combien il y a de principes principaux. Il y en a 4. Et quels sont ces principes-là? Souvent, les gens ils vont s'amuser à mettre autre chose qu'autonomie, par exemple. Donc voilà, retenez bien ces 4. Donc, ce sont des principes éthiques qui sont utilisés à l'échelle internationale. Ils sont transculturels au-delà des cultures. Et du coup, logiquement, ils sont valables, quel que soit le référentiel. Que l'on soit au Japon ou en France, ça sera toujours les mêmes. Donc voilà, ils permettent en tout cas aux différents comités d'éthique à l'échelle internationale de se concerter lors de sommets mondiaux. Et du coup, cela leur permet de s'entendre sur des normes de principe. Ça structure les délibérations. Parce que du coup, s'ils se concertent sur un sujet d'éthique et qu'ils n'ont pas les mêmes principes, ça aurait été plus compliqué. Mais là, voilà, ces 4 principes, ils sont transculturels. Donc, là, on va citer Confucius. C'est un philosophe chinois, 551-479. Sans principe commun, ce n'est pas la peine de discuter. Il résume clairement ce qu'on vient de voir. Également, nous, en tant qu'humains, on éprouve des valeurs, mais également des émotions. On va prendre l'exemple de la compassion. Le fait de ressentir, d'avoir de la compassion, cela nous rappelle qu'on est sensible face au principe de bienfaisance, face à notre devoir d'humanité. Du coup, les valeurs, ces valeurs-là que nous découvrons à travers des expériences affectives, elles sont formalisées grâce aux principes. Je le réécris en rouge. Les principes formalisent les valeurs. C'est très important. Par contre, voilà, attention. Même si ce sont des valeurs universelles, transculturelles, il faut quand même voir qu'elles ne sont pas partagées par toutes les cultures. Et là, il y a un exemple du cours. C'est l'exemple du respect de l'intégrité corporelle. C'est le fait, c'est de respecter en fait le corps, qu'il n'y ait pas de mutilation, qu'il n'y ait pas de violence là-dessus. Nous savons qu'en France, ce respect de l'intégrité corporelle, elle est défendue à travers des dispositifs législatifs, à travers des outils juridiques. Cependant, l'excision, elle est interdite en France, mais elle peut, en tout cas, sa pratique est tolérée dans d'autres pays. Je pense que vous avez vu dans les actualités, je crois qu'il y a pas mal de témoignages de femmes qui ont subi cette mutilation. Et il me semble, là c'est un chiffre que je dis de mémoire, il me semble que
je sais pas, une femme, tous les jours, en tout cas, elle en subit, c'est sûr, une excision. OK. OK, oups. Là, du coup, je pense que je vais... Alors, j'ai pas compris la question, Mathéo. Bah, en fait, si ce sont des valeurs transculturelles, mais elles ne sont pas partagées par toutes les cultures. Tu vois, ce sont des valeurs qui sont au-delà d'une culture, mais c'est un peu, comment dire, c'est un peu nuancé, quoi. Elles vont au-delà de la culture française, entre guillemets. Mais voilà. Du coup, Anissa, je crois que c'est à ton tour, de vérifier. OK. Oui. Ah non, pardon. Désolée. C'est encore à moi. OK, on va continuer. Du coup, tout ça pour dire que le patient, en face du professionnel de la santé, il a le droit, en tout cas, il a le droit d'être porteur de 4 attentes morales fondamentales. Et là, hop, c'est les principes qu'on a vus. Il doit attendre du professionnel de la santé qu'il respecte son autonomie, sa bienfaisance, sa non-malfaisance et du coup la justice. Et là, c'est important de savoir quand même d'où viennent ces principes, par qui ils ont été formalisés. Du coup, par 2 philosophes, Tom Beauchamp et James Childress, dans du coup, ils ont écrit, ils ont rédigé un ouvrage qui s'intitule Les principes de l'éthique biomédicale. Donc, retenez bien ces noms, on ne sait jamais, ça peut tomber. Et du coup, tout ça pour vous dire que ces principes-là, ils doivent être respectés. Même, par exemple, dans le cas d'un diagnostic précoce d'une maladie neurodégénérative. On ne sait pas en avance comment elle va se compliquer, on ne connaît pas la sévérité, la vitesse de la dégénérescence, mais dans tous les cas, ces 4 principes doivent être respectés. Et du coup, je vais laisser la parole à Anissa. Léa, il me semble qu'il te reste un QCM juste avant. Je ne sais pas si tu veux le faire maintenant ou à la fin. En effet, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si vous êtes motivé pour le faire maintenant. Si oui, on le fait maintenant. En tout cas, ça va porter sur tout ce qu'on vient de voir. Sinon, on le fera à la fin. Donc, dites-nous. Ouais, peut-être c'est mieux de le faire le QCM maintenant. Voilà, parfait. Écoutez, je refais le partage d'écran. C'était pas du tout un oubli de ma part, hein. C'était simplement pour vous tester. OK. Alors, du coup, j'ai concocté un petit QCM. Je crois que je dois vous laisser 1 minute, 1 minute 15. On va dire 1 minute. Donc, attendez, là, il est 38. Bon, on va dire pour 40, vous devez écrire les questions, les réponses dans le chat. Je compte sur vous.
Ok, il est 40. Est-ce que vous avez pu répondre? Ah bah voilà, du coup, j'ai vu Ok, on va quand même voir les questions, enfin chaque item au cas par cas. Déjà, en tant qu'adjectif, l'éthique est différente de la morale. Du coup, vous avez mis faux. Mais du coup, pourquoi? N'hésitez pas aussi à prendre la parole si vous êtes, enfin, si vous êtes autorisé. Mais du coup, pourquoi c'est faux, le A? Mhm. Très bien, Mathilde. Très bien. Ben voilà, c'est pour ça. Ok. La B, pourquoi c'est faux? Très bien. Vous êtes fort. Vous avez bien suivi. Ok. Et pour la C, pourquoi c'est faux? Bon, là, c'est facile. Bravo. Voilà, les pays occidentaux, ils sont tous en faveur de l'IVG. Enfin, pas tous, mais ok. Et du coup, le D, bah, vous savez quoi? Attendez. Vu que je pense que vous avez tout répondu juste. Bah, du coup, le fœtus, on a vu qu'il ne dispose pas encore de droits. C'est pas encore une personne à part entière. Et enfin, anecdote, je sais pas, mais en tout cas, en droit, l'an dernier, en droit civil, on avait appris en fait que même si l'enfant naît, il n'est pas considéré comme une personne tant qu'il n'est pas considéré comme viable. Donc voilà, c'est ça, un petit ajout, ça va pas trop vous servir, mais peut-être à mieux retenir, je sais pas. Du coup, voilà, il ne dispose pas de droits tels que le droit à la vie. Et du coup, le E, l'éthique et la science du malaise, ça c'est texte court, voilà. Voilà, c'était un QCM plutôt facile, mais je suis fière de vous. Du coup, Anissa, je te passe la relève. Et voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Ok, du coup, cette fois-ci, c'est bien mon tour. Déjà, merci à Léa pour ses explications qui étaient très bien dans son diapo. Euh, alors, du coup, je vais juste faire le partage d'écran. Hop. Est-ce que vous voyez bien le diapo pour commencer? Ok, parfait. Bah, déjà, pour commencer, j'espère que vous allez bien et que votre pré-rentrée se passe bien pour l'instant. Donc, c'est une pré-rentrée, vous ne mettez pas de pression, de toute façon, mais vous avez le temps. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. De toute façon, je l'ai juste à côté. Et voilà, si je parle trop vite aussi, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Du coup, je vais vous détailler les principes de l'éthique. Donc là, je les ai remis, mais Léa les a déjà énoncés. Est-ce que vous pouvez me rappeler combien il y en a déjà? 4, c'est ça, très bien. Et du coup, lesquels? Est-ce que vous pouvez me redire les 4 principes d'éthique? Ouais, très bien. C'est ça. Donc, hop. Donc, on a le principe d'autonomie, le principe de non-malfaisance, de bienfaisance et de justice. Du coup, on va détailler ces 4 principes-là. Je sais que là, quand je vais vous en parler, vous allez trouver ça facile, mais là, c'est le COS qui vous fait ce cours-là. Pour ceux qui connaissent, c'est un prof très sympa, mais il fait des pièges en QCM assez fourbes. Il va jamais vous mettre des items texte du cours et il va pas vous mettre forcément les mêmes exemples. Surtout qu'en ce moment, ils aiment bien prendre des exemples hors cours. Du coup, faut vraiment essayer de bien comprendre pour réussir à répondre aux items. Alors, du coup, on va commencer par le principe d'autonomie. Le principe d'autonomie, il y a un peu tout dans le nom. Donc, ici, on parle essentiellement de la relation médecin-malade. Donc, le principe d'autonomie, c'est le malade qui prend la décision concernant sa santé. Forcément, c'est sa vie, ça le concerne. Du coup, c'est lui qui va décider de ce qu'il veut faire ou non. Si vous lui proposez un traitement mais qu'il ne veut pas le prendre,
c'est sa décision qui doit être respectée, et c'est le principe d'autonomie. Donc, il prend sa décision à l'issue de cette interaction avec le médecin. On appelle ça colloque singulier. Donc ça, je sais que c'est un terme que vous avez peut-être jamais entendu. Mais voilà, je l'ai mis en rouge parce que c'est à retenir. Et forcément, qui dit autonomie, dit aussi liberté. Donc, le patient doit prendre sa décision en toute connaissance de cause. Donc, il a une décision qui est éclairée. Éclairée par quoi? Éclairée par l'information loyale du médecin. Si vous êtes médecin et que vous ne donnez pas toutes les informations au patient, en tout cas que vous ne lui donnez pas les informations nécessaires à prendre sa décision n'est pas éclairée. Et dans ce cas-là, le principe d'autonomie n'est pas respecté. Donc, dans le principe d'autonomie, il y a aussi le choix du patient, mais il y a aussi l'information que vous allez lui délivrer. Voilà, donc ça, j'espère que c'est clair. Et donc, pour que le patient se sente respecté dans son autonomie, il faut absolument qu'il réponde oui à ces 5 questions. S'il y en a une ou c'est non, le principe d'autonomie n'a pas été respecté. Donc, on va voir ensemble quelles sont ces 5 questions. Donc, tout d'abord, est-ce que le patient a compris l'information? Donc, ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour qu'il ait compris l'information, il faut que le médecin lui ait donné une information claire, loyale, avec des mots appropriés aussi. Parce que vous savez que certaines personnes ne comprennent pas tout. En fonction de l'âge, en fonction de certaines maladies, il faut adapter son vocabulaire, on va dire. Donc, il faut vraiment s'assurer que le patient ait compris l'information. Donc, déjà, il faut répondre oui à cette première question. Ensuite, est-ce que le patient a pu poser des questions? Et aussi, en retour, est-ce que le médecin a posé des questions? Ça, c'est aussi important et il ne faut pas l'oublier. Il faut vraiment que des deux côtés, il y ait des questions qui ont été posées. Est-ce que le patient a pu recouper l'information? Donc là, vous allez me dire qu'est-ce que c'est recouper l'information? Par exemple, vous êtes médecin et vous suggérez au patient d'aller voir le neurologue au besoin, ou alors vous l'avez donné des conseils sur une opération ou quoi que ce soit, et vous allez lui conseiller de regarder sur des sites officiels pour valider l'information que vous allez lui donner. Donc c'est ça, recouper l'information. Et enfin, est-ce que des options ont été proposées? Des fois, vous avez des maladies, donc comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, Léa, la maladie d'Alzheimer, d'ailleurs, on va la revoir après, qui n'a pas de traitement. Donc là, dans ce cas-là, vous pouvez proposer des options à votre patient, par exemple, participer à des essais cliniques, parce qu'il y a beaucoup d'essais qui sont en cours sur plein de maladies qui n'ont pas encore de traitement, donc vous pouvez proposer ça, et à l'issue de cet essai clinique, peut-être que le patient va bénéficier d'un traitement. Donc voilà, il faut voir tout ça. Et il ne faut pas proposer qu'une seule option au patient, il faut qu'il en ait plusieurs pour pouvoir faire son choix. Donc j'insiste, il faut vraiment répondre oui à ces 5 questions pour respecter le principe d'autonomie. Donc voilà pour le principe d'autonomie, c'est assez simple. Donc retenez bien qu'il faut répondre oui à ces 5 questions. Et que pour que le patient prenne sa décision, il faut forcément que le médecin donne une information claire et loyale. Sans ça, le principe d'autonomie n'est pas respecté. Voilà, je me répète un peu, mais c'est pour que vous reteniez. Ensuite, on passe au principe de bienfaisance. Pareil, principe de bienfaisance, il y a tout dans le nom du principe. Donc, vous avez bien. Forcément, il faut être à l'écoute, avoir de la compassion et de l'empathie. Quand on parle de principe de bienfaisance, souvent, on a juste en tête le fait de faire du bien. Et attention, il y a 2 choses. Il faut faire du bien et bien faire. Faire du bien, qu'est-ce que ça implique? Ça implique forcément de la douceur et de la bonté. Et bien faire, ça va impliquer du professionnalisme et de la prudence. Prudence, c'est une notion très importante que là, on va voir dans le diapo d'après. Donc, en fait, la prudence et la sagacité, c'est la même chose. Retenez bien le terme de sagacité. Si jamais vous voyez dans un item, ne vous dites pas qu'est-ce que c'est, je ne connais pas. Je sais que des fois, on ne retient pas les 2 mots et du coup, on croit ne pas connaître. Alors qu'on a juste oublié que c'était 2 mots qui voulaient dire la même chose. Du coup, cette notion de sagacité, elle est hyper importante. C'est à retenir. Donc, c'est une vertu morale qui a été analysée par Aristote. Voilà, les noms des philosophes, je les ai mis tous ensemble, enfin tous de la même couleur.
pour que vous puissiez retenir. J'ai mis le siècle aussi, mais je vous avoue qu'en SSH, ce n'est pas les questions qu'ils posent. En tout cas, je n'ai jamais vu de questions sur les siècles, mais j'ai quand même mis « sait-on jamais ». Donc, il y a des caractéristiques à la sagacité, il y en a 4. On va les voir. Donc, pour être prudent, tout d'abord, il faut savoir s'entourer. Savoir s'entourer, c'est s'assurer que l'information, l'annonce qu'on va donner au patient est véridique. Vous n'allez pas annoncer à un patient qu'il a un cancer sans être sûr que c'est le cas. Donc là, ça paraît assez logique. Oui, j'ai mis un cœur en bas, c'est juste pour vous préciser quand j'ai fait ça que c'est hyper important et que vous devez connaître ça par cœur. Même si tout le reste, c'est important, mais ça l'est encore plus. Donc, je disais qu'il faut savoir s'entourer déjà dans un premier temps, procéder au cas par cas, c'est-à-dire que vous n'allez pas appliquer un principe mécaniquement, vous n'allez pas appliquer le même principe à tout le monde, en fait. Il faut vraiment s'adapter à chaque personne, chaque situation, sinon ça n'a aucun sens. Une notion importante que je pense que vous ne connaissez pas encore, c'est le sens du chiro. Je crois que ça se prononce comme ça, je ne suis pas sûre, mais je pense que ça se prononce au sens du chiro. Qu'est-ce que c'est? C'est attendre le moment opportun. Ne pas tout dire dès le début. Il y a toujours un moment opportun pour annoncer une maladie, une mauvaise nouvelle. Donc ça, c'est important, ça fait partie du principe de bienfaisance. Et enfin, dernière caractéristique, chercher le juste milieu. Il faut toujours identifier les deux extrêmes et essayer de jauger un peu, de se situer entre les deux. Dans le principe d'autonomie, je vous ai parlé de délivrer l'information. Quand vous délivrez cette information, il faut faire attention. Il ne faut pas non plus trop en dire. Il faut délivrer l'information nécessaire pour que le patient puisse prendre sa décision, mais il ne faut pas non plus trop en dire. Et voilà, il faut toujours faire attention aux mots qu'on emploie, employer des mots justes. Ça, on va le revoir aussi dans le principe de justice à la fin. Et le mot juste, c'est celui qui use de précautions oratoires et qui conjugue la loyauté et l'humanité. Voilà, donc ça, c'est super important. Je répète, il y a 4 caractéristiques à la sagacité. Savoir s'entourer, procéder au cas par cas, le sens du chiro et chercher le juste milieu. Voilà, j'espère que ça, c'est clair. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire dans le chat et on reprendra. Ok, je vois qu'il n'y a pas de questions, du coup, je continue. Donc là, on va reprendre la notion de dilemme. Donc, vous l'avez vu déjà tout à l'heure, et les dilemmes, c'est quelque chose que vous allez entendre souvent parler parce que c'est quelque chose que vous allez rencontrer souvent dans votre carrière, même en stage. Donc, comme vous l'avez vu avec Léa, un dilemme, c'est quand on est opposé quand on a une situation où la réponse n'est pas catégorique, en fait. Donc, par exemple, vous êtes médecin, je vous ai mis un exemple de problème. Vous êtes médecin, vous avez un patient qui souhaite réaliser une demande. Donc là, jusque-là, qu'est-ce que vous vous dites? Ok, on se rappelle le principe d'autonomie. Le patient me demande quelque chose, je respecte son autonomie et c'est bon. Mais le problème, c'est que vous êtes médecin et que vous savez que cette demande est inutile. Ça n'améliorera pas sa santé, ça n'améliorera pas son pronostic. Vous savez que ça ne servira à rien. Donc là, vous êtes dans un dilemme, vous êtes un peu embêté et vous êtes pris entre deux côtés. Donc là, vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je respecte l'autonomie ou est-ce que je respecte la bienfaisance? Là, l'objet de ce cours, c'est pas de savoir qui a raison, est-ce qu'on respecte l'autonomie du patient ou est-ce qu'on respecte la bienfaisance. C'est pas l'objet de ce cours, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a des dilemmes et que vous pourrez être confronté à ce genre de situation. Comme on l'a vu tout à l'heure, dans les caractéristiques de la sagacité, il faut s'adapter au cas par cas et à chaque situation. Du coup, il n'y a pas de réponse claire à ce genre de dilemme. Tout dépend vraiment de la situation. Si par exemple, il souhaite réaliser une demande, mais que vous savez que ça pourrait engager son pronostic, ça pourrait détériorer sa santé, dans ce cas-là,
vous êtes un peu obligé de privilégier le principe de bienfaisance. Si par exemple, au contraire, il fait une demande, mais que vous savez que ça n'aura aucun impact et il y a des chances minimes que son état s'améliore, là par contre, c'est plus l'autonomie qui va primer. Voilà, donc vous voyez que ça dépend vraiment des cas. Et il faut savoir aussi que parmi les 4 principes, les 2 en fait qui sont, on va dire, en priorité, même si les 4 sont tous très importants, c'est vraiment le principe d'autonomie et de bienfaisance. Donc c'est vraiment ce cas-là où vous avez un dilemme entre le respect de l'autonomie et le respect de la bienfaisance, où vous êtes un peu embêté. Mais voilà, c'est les 2 principes les plus importants. Autre exemple de dilemme, la maladie de Huntington. Donc, je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissent ou pas. En fait, c'est une maladie neurodégénérative. C'est une maladie génétique. Du coup, souvent, il y a des gens qui sont atteints dans la famille et la génération future va être impactée. Et du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont réaliser des tests génétiques à toute la famille dès qu'une personne va être atteinte. Le problème de cette maladie, c'est qu'il n'y a aucun traitement et qu'en fait, au cours du temps, au cours des années, la santé va se détériorer et les symptômes vont être de plus en plus importants. Pardon. Donc, c'est essentiellement en fait, des mouvements anormaux. Et ça va aller jusqu'à... ils ne vont plus pouvoir prendre un objet, plus pouvoir se déplacer, même écrire un message, ils ne vont plus pouvoir le faire. Du coup, c'est une maladie qui est quand même très invalidante et surtout qu'il n'y a pas de traitement. Du coup, en fait, dans ce cas-là, souvent, c'est les soins palliatifs qui vont être préconisés. Donc ici, la bienfaisance, ça va résider dans une fraternité humaine en mettant en place les soins palliatifs. Juste, je redis une citation de Lecoz, donc il l'avait dit l'an dernier. Les soins palliatifs, c'est ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. Voilà, donc ici, on sait que cette maladie n'a pas de traitement et que il n'y a plus rien à faire. Du coup, on va préconiser les soins palliatifs. De ce fait, le devoir de bienfaisance, ça va devenir un devoir de citoyen. Donc, il y a des associations qui vont accompagner les patients, donc comme ces patients. Donc ça, c'était juste un petit exemple. Voilà. La maladie de Huntington, les détails sur les symptômes et ça, c'est pas à retenir, c'est juste pour que vous compreniez. De toute façon, il y a tout sur le diapo. On a mis l'essentiel. Et ce qui est en gras et surligné, c'est vraiment le plus important. Donc, on a fini avec le principe de bienfaisance. On passe maintenant au principe de non-malfaisance. Non-malfaisance, ne pas faire de mal. Attention, j'insiste vraiment. Ici, j'ai écrit ne pas infliger un mal inutile au patient. Le mot inutile a toute son importance. Si, par exemple, vous avez un item où je vous dis le principe de non-malfaisance est de ne pas infliger un mal au patient, c'est faux. Si ce mal-là, il va permettre d'améliorer son pronostic, voire lui sauver la vie, vous allez lui infliger. Là, le principe de non-malfaisance, c'est vraiment ne pas faire un mal qui va aboutir à rien. Forcément, le patient ne veut pas souffrir d'un mal absurde et cruel. Ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc j'espère que ça, c'est bien compris. Attention au mot inutile. S'il n'est pas dans un item, je le redis, c'est faux. Hop, et là, j'ai mis une petite citation d'Hippocrate, qui est dans le cours. Donc, Hippocrate nous dit dans son serment que face aux maladies, il faut avoir 2 choses à l'esprit. Faire du bien. Faire du bien, je vous rappelle, c'est le principe de bienfaisance. Ou au moins ne pas faire de mal. Donc ici, c'est le principe de non-malfaisance. Donc vous voyez que dans le serment d'Hippocrate, il énonce les 2 principes, le principe de bienfaisance et le principe de non-malfaisance. Donc au final, vous voyez que le principe de non-malfaisance, c'est le strict minimum. Un patient, il vient vous voir pour que vous le soigniez. Donc le minimum que vous pouvez faire, c'est ne pas aggraver sa situation, donc ne pas lui faire de mal. Voilà. J'espère que je ne vais pas trop vite. Parce que des fois, j'ai tendance à parler un peu trop vite. Vous me dites si je parle vite. Ici, c'est bon. On continue avec le principe de non-malfaisance. Donc, encore une fois, je vous ai pris un exemple. Vous allez voir dans ce cours-là, il y a énormément d'exemples. Du coup, là, on va voir encore un exemple d'une maladie neurodégénérative. Donc, je ne l'ai pas écrit, mais là, c'est pour la maladie d'Alzheimer.
Donc, en fait, là, il va avoir, comme pour l'IVG, il va avoir des arguments en faveur et en défaveur. Donc là, c'est en faveur ou en défaveur de quoi? En fait, c'est par rapport à l'annonce de cette maladie. Puisqu'il y a eu il y a eu un petit conflit, on va dire, puisque les philosophes, les médecins se sont demandé est-ce que ça servait à quelque chose au final d'annoncer à quelqu'un qu'il a la maladie d'Alzheimer. Parce qu'on savait qu'il n'y a pas de traitement, pour l'instant en tout cas. Voilà, du coup, il y en a qui étaient pour et il y en a qui étaient contre. On va voir un petit peu qui est pour et qui est contre et quels sont les arguments. Donc déjà, pour les arguments en faveur. Tout d'abord, ça permettrait un droit à l'accompagnement. L'accompagnement par des médecins, par des associations, par la famille aussi. Donc ça, c'est assez important. Et ça va éviter des dommages. Ça, c'est super important. Donc ça, c'est vraiment un argument en faveur qui est assez poignant, puisque les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer vont avoir des oublis, par exemple, d'éteindre le gaz, des trucs comme ça, et du coup, ça peut entraîner des graves accidents. Donc c'est quand même important qu'ils sachent, que l'entourage sache que cette personne-là a cette maladie. Ça permet d'éviter pas mal de dommages, donc des accidents, des spoliations. Et ça va permettre aussi d'apaiser des tensions familiales. Voilà pour les arguments en faveur. Mais en contrepartie, il y a aussi des arguments en défaveur. Forcément, si vous êtes médecin, que vous allez annoncer à quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, vous doutez bien que ça va le bouleverser, donc ça va entraîner une souffrance cuisante et aussi un bouleversement familial. Non seulement c'est un bouleversement pour la personne qui se retrouve perturbée dans son identité, puisqu'il y a des éléments de sa vie qui vont disparaître, et sans qu'elle puisse avoir aucun contrôle. Elle se retrouve un peu condamnée, puisqu'elle sait qu'il n'y a pas de traitement et que vous savez que ça s'aggrave de plus en plus, il y a de plus en plus d'oublis importants, et qu'ils ne peuvent plus, entre guillemets, être totalement indépendants. Leurs oublis, ça va toucher un peu tout. Et je vous dis qu'ils ne peuvent plus être totalement indépendants. Je vous prends juste un exemple comme ça. Par exemple, s'ils veulent faire des achats, ils ne vont plus se souvenir de leur code de carte bancaire. Et du coup, voilà, il faut prévenir la banque comme quoi ils ont cette maladie. Il faut vraiment qu'un peu tout le monde soit au courant de cette maladie. Et du coup, ça va aussi entraîner une perte du goût de vivre. Et ça peut aller aussi jusqu'à des envies suicidaires et la consommation de drogue. Ça, c'est dû au fait qu'il n'y a pas de traitement. Et le dernier argument en défaveur, c'est le rejet de la société, une stigmatisation sociale, inutilité, puisqu'en fait, l'Alzheimer, c'est une maladie qui est assez mal vue par la société. Elle est toujours décrite un peu de façon pessimiste. Alors, juste, je crois qu'il y avait une question. Ah non, c'est juste Léa qui vous a expliqué la spoliation. C'est l'action de dépouiller quelqu'un par violence, ruse. Dans ce cas-là, je dirais que c'est serviteur de l'altération des facultés du malade pour le déposséder de ses biens. Voilà, c'est exactement ça. Merci pour l'explication, Léa. Voilà, du coup, j'espère que c'est clair pour les arguments en faveur et défaveur. C'est vrai que j'avais oublié de vous expliquer la situation, donc c'est parfait. Du coup, pour la maladie d'Alzheimer, en fait, la conclusion, qu'est-ce que c'est? C'est que l'annonce de cette maladie, c'est pas complètement une atteinte au principe de non-malfaisance. Puisque même s'il y a des arguments en défaveur, vous voyez que les arguments en faveur sont quand même très importants. Et du coup, c'est pas un mal inutile que d'annoncer cette maladie aux patients. Parce qu'en contrepartie, ça va permettre d'éviter des accidents et ça va leur permettre d'avoir un droit à l'accompagnement. Alors, tu peux m'expliquer pourquoi le droit à un accompagnement est un argument en faveur? Oui, pas de souci. Alors, en fait, pour certaines maladies, donc c'est pas la seule, pour la maladie d'Alzheimer, pour la schizophrénie, etc., il peut exister des associations où il y a plusieurs personnes qui sont atteintes de cette même maladie, du coup, qui vont pouvoir en discuter. Il y a des personnes qui vont pouvoir les accompagner et les aider. Et
Et quand je parle d'accompagnement aussi, je parle aussi de médecins. Donc, ils vont pouvoir consulter un neurologue qui va leur donner des conseils. Voilà. Puisqu'une personne qui atteint de la maladie d'Alzheimer, au final, elle ne sait pas exactement ce qui va lui arriver. Et si on ne lui dit pas qu'elle l'a, comment vous expliquer ça? Elle ne saura pas forcément comment réagir. Donc, il vaut mieux que c'est des personnes qui connaissent bien la maladie, qui peuvent donner des conseils sur comment faire, etc. Et être accompagné par sa famille, c'est quand même important parce qu'en cas d'oubli important, s'ils sont au courant, ça va pouvoir les aider. Voilà, j'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, je vous réexplique, pas de souci. Je crois que c'est bon. Du coup, je voulais vous faire juste un petit point. Donc, attention à ne pas confondre le principe de bienfaisance et de non-malfaisance. Là, vous allez me dire, mais on ne va jamais confondre ça, c'est super simple. Bienfaisance, faire le bien, non-malfaisance, ne pas faire le mal. Mais je vous assure qu'ils peuvent tourner leur phrase de façon à ce que vous embrouillez entre les deux. Et ils peuvent vous mettre des exemples aussi. J'essaie de vous trouver un exemple. On va prendre l'exemple. Donc, vous êtes médecin, vous avez un patient qui est maintenu en vie artificiellement pendant plusieurs semaines. Donc, ça fait plusieurs semaines qu'il est maintenu en vie artificiellement. Vous savez qu'il n'y a plus rien à faire pour ce patient. Il n'y a plus aucune chance de guérison, mais sa famille veut que vous le maintenez en vie artificiellement. Vous êtes médecin, vous prenez la décision donc d'arrêter de le maintenir en vie artificiellement, puisque vous savez qu'il n'y a rien à faire, il n'y a plus aucune chance de survie, et que ça ne servira à rien de maintenir une vie artificiellement privée de sens et d'humanité. Quel principe vous avez respecté? Est-ce que vous avez respecté le principe de bienfaisance ou est-ce que vous avez respecté le principe de non-malfaisance? Dites-moi dans la discussion ce que vous auriez dit. Exactement, très bien. Vous avez tout compris. C'est bien le principe de non-malfaisance parce qu'il ne s'acharne pas sur lui, comme l'a dit Maria. Donc là, ce n'est pas le principe de bienfaisance. Là, le principe de non-malfaisance, c'est ne pas infliger un mal inutile au patient. Là, le maintenir artificiellement. Non seulement vous faites du mal au patient, avec tous les traitements, les sédatifs et tout ça qu'il prend, et au final, qui n'aboutira à rien, puisque vous savez que vous ne pouvez pas le soigner. Et aussi, vous infligez un mal à la famille, en lui donnant de l'espoir qu'il pourra guérir, etc. Donc là, je vous prends cet exemple, on s'en fout de savoir si le médecin a raison ou pas, mais dans tous les cas, il a respecté le principe de non-malfaisance. Et c'est juste pour pas qu'on vous embrouille, mais là, c'est bon, je vois que vous avez compris, donc c'est parfait. Maintenant, on va parler des manquements au principe de non-malfaisance. Donc ça arrive, on va prendre des exemples encore. Donc ça fait beaucoup d'exemples, je suis désolée, mais je trouve qu'on comprend bien avec les exemples et en plus, j'ai pris des exemples du cours pour la plupart. Il n'y a que l'exemple de tout à l'heure pour ne pas confondre la non-malfaisance et la bienfaisance. C'est un exemple que j'ai inventé, mais le reste, c'est des exemples du cours. Donc je vous disais que le principe de non-malfaisance peut être transgressé de façon institutionnelle. On va prendre l'exemple de la maladie de Parkinson. Donc encore une fois, on se met un peu dans la peau du médecin, on imagine la situation. Donc vous êtes neurologue et vous avez deux patients qui vous appellent pour prendre rendez-vous. Vous avez un patient qui atteint la maladie de Parkinson, un stade prématuré. Donc ok, là vous lui prenez son rendez-vous. Et vous avez un autre qui vous appelle. Et là, ce patient-là, il est atteint de cette même maladie, mais à un stade avancé. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis des rendez-vous à un intervalle de temps court. Du coup, vous savez qu'ils vont se croiser, ils vont être ensemble dans la salle d'attente. Là, attention, vous avez fait une grave erreur. Et on appelle ça la maltraitance institutionnelle. Vous n'avez pas respecté le principe de non-malfaisance. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi on n'a pas respecté le principe de non-malfaisance dans ce cas-là? Pourquoi, si je mets
un malade atteint de la maladie de Parkinson à un stade prématuré et un autre à un stade avancé dans la même salle d'attente, je n'ai pas respecté le principe de non-malfaisance. Est-ce que vous avez une idée? Ouais, c'est ça. Je pense que tu voulais dire un stade prématuré. Oui, voilà, il y a quelqu'un d'autre qui a dit car le patient au stade prématuré verra comment sa situation va évoluer. C'est exactement ça, vous avez tout compris. Euh, donc là, vous allez entendre. Il va se dire que c'est à ça que je vais ressembler, c'est ça. C'est un peu ça ce que vous avez dit. Donc là, vous avez infligé un mal inutile au patient. Euh, Vous allez lui causer de l'inquiétude, du stress. Forcément, à un stade avancé de la maladie de Parkinson, les symptômes sont très, très importants et ils se voient de l'extérieur, alors qu'un stade prématuré, il vient juste d'avoir cette maladie. Du coup, il va avoir de faibles symptômes, on va dire. Ça n'a rien à voir avec un stade avancé. Et du coup, il va voir à l'avance ce qui va lui arriver. Donc là, quand je parle de principe de non-malfaisance, il faut penser aussi au côté mental. Donc ne pas engendrer de l'inquiétude alors qu'on peut l'éviter. Là, vous aurez très bien pu mettre le rendez-vous 1 heure après, au lieu de les mettre les deux ensemble. Donc on aurait très bien pu éviter ce genre de situation. Voilà pour l'exemple. On va prendre aussi l'exemple de la pandémie du Covid-19. Donc ça, vous le savez déjà, que ça a engendré beaucoup de problèmes et des manquements au principe de non-malfaisance à plusieurs niveaux. Donc, à cause de ça, ça a retardé les dépistages de certains cancers, des opérations chirurgicales, des rendez-vous, etc. Du coup, on a mis en priorité en fait cette pandémie et on a délaissé le reste. Donc là, on a manqué au principe de non-malfaisance, puisque le patient va souffrir d'un mal inutile à côté. Et il y a aussi les isolements dans les EHPAD qui ont créé voilà, de l'abandon et de la déshumanisation des proches. Donc là, c'est au niveau psychologique que ça a eu un impact dans les EHPAD. Vous savez qu'ils se sont retrouvés assez isolés et à un moment, les visites étaient même interdites. Et du coup, ici aussi, on a manqué au principe de non-malfaisance. Voilà. Donc, pour le principe de non-malfaisance, on est bon. On a vu les dilemmes, les exemples de manquement à ce principe. Du coup, il nous reste plus qu'un dernier principe, c'est le principe de justice. Donc, dans le principe de justice, on va parler de la notion de dignité. Cette notion, elle a été énoncée par Emmanuel Kant, notion hyper importante, ça je veux vraiment que vous le reteniez. On va voir la définition juste après. Juste un petit point, quand vous voyez dignité, vous dites directement que c'est le principe de justice. Parce que je peux vous faire des pièges, que ce soit moi ou le prof. En tout cas, je pense pour les QCM de la fin de la pré-rentrée, j'essaierai de vous faire des pièges un peu fourbes sur les définitions. Voilà, au moins vous êtes prévenus. Mais on peut vous mettre, par exemple, le principe de bienfaisance et de respecter la dignité de tous. Vous voyez un peu le genre de piège. Ça peut être des pièges comme ça. Donc, quand vous voyez dignité, c'est forcément le principe de justice. Il faut se faire des petites associations comme ça. Donc, la définition de la dignité, hyper importante, c'est une valeur absolue. Absolue, c'est le mot à retenir. Intrinsèque à la personne humaine. Absolue, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ça ne change pas. La valeur est la même, que vous soyez enfant, que vous soyez vieux, que vous êtes atteint de la maladie, votre valeur ne va jamais diminuer. Quoi qu'il vous arrive, vous aurez toujours la même valeur. Et ça se distingue du prix. Donc, à ne pas confondre, le prix, c'est une valeur relative. Relative, c'est-à-dire qu'il va changer. Donc, attention aux mots absolus et relatifs. Parce qu'on peut vous les inverser. Donc, ça, c'est super important à connaître. C'est un piège fréquent. Et voilà, le prix, vous savez que c'est une valeur relative qui va changer. Si je fais tomber un objet, il va perdre de la valeur. À la différence de l'être humain qui ne perdra pas de valeur, quoi qu'il arrive. Voilà, donc ce principe il va ordonner de respecter
Donc, ce qui va aussi avec le principe de justice, c'est le mot respect. Donc, il va ordonner de respecter la dignité de tous. Il formalise une attente morale de la part du patient qui est d'être toujours considéré comme une personne à part entière, digne de respect et qui a droit à autant de considération que toute autre personne. Forcément, tout le monde est à pied d'égalité, donc a le droit au respect et à la considération et au respect de sa dignité. Donc, chaque patient doit toujours être considéré comme faisant partie de la communauté humaine. Et ça va permettre une égalité d'accès aux soins de qualité pour tous. Hop, et dans le principe de justice, vous voyez que vous avez le CCNE. CCNE, je pense que la plupart vous connaissez déjà, le Comité national d'éthique. Vous allez souvent entendre parler. Ouais, vous allez souvent entendre parler, donc il faut bien le retenir. Et là, ici, il va intervenir dans le principe de justice, pas dans les autres principes. Donc, il faut bien se mettre ça en tête. Après, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez vous faire un tableau avec les mots-clés, par exemple, principe de justice, vous mettez respect de la dignité, CCNE, vous voyez, vous pouvez mettre des mots-clés comme ça, juste pour ne pas confondre avec les autres principes. Donc ici, le CCNE, il va ordonner de réduire l'écart entre les bien portants et les malades. Donc en fait, il va recommander de renoncer à certaines normes verbales avec des mots qui ont une connotation fortement stigmatisante. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va renoncer à certaines normes verbales. Donc par exemple, le mot de démence. Donc on va plus dire qu'une personne, on va plus employer le terme de démence. On va dire personne à un stade avancé d'une maladie neurodégénérative. Vous voyez? Donc et pareil pour la maladie d'Alzheimer, on ne va pas dire personne atteinte de l'Alzheimer, on va dire personne atteinte de troubles apparentés à la maladie d'Alzheimer. Donc, on va vraiment faire attention aux mots qu'on emploie et ça permet de réduire vraiment cet écart entre les malades et non malades. Voilà. Donc, on a fini pour les 4 principes. Et juste après, je vous ai fait un petit jeu et après ça, il y aura le QCM et on sera bon. Donc, normalement, on devrait finir un peu avant 9h30. Hop, du coup, je vous ai fait un petit jeu. Je trouvais que ça pouvait être sympa. Il faut associer, donc là j'ai mis des notions et des principes qu'on a vus, il faut associer ces notions et principes aux philosophes qui correspondent. Si vous vous trompez, il n'y a pas de souci. Hein. On est en août et il y a le temps pour que vous connaissiez tout ça, c'est juste pour revoir un petit peu ce qu'on a vu. Je vous laisse une petite minute pour réfléchir et après on y répond ensemble. Je vois que vous avez déjà répondu, du coup on va passer directement à la correction. Il me semble que j'ai vu que des bonnes réponses. Donc c'est parfait, vous êtes super fort, vous avez tout retenu. Du coup, la notion de prudence, sagacité, c'était bien Aristote. Très bien. Ensuite, pour le principe de bienfaisance, c'était Hippocrate. Et tout comme le principe de non-malfaisance. Voilà, comme quelqu'un a dit ici, c'est bien Hippocrate pour le principe de non-malfaisance. Donc vous avez dit qu'il a énoncé dans son serment. Il avait dit, face à une maladie, il faut faire le bien et au moins ne pas faire le mal. Juste pour un peu réviser ce qu'on a vu, est-ce que quelqu'un peut me rappeler les caractéristiques de la sagacité?
Donc, je vous rappelle, il y en avait 4. Savoir s'entourer, très bien. Oui, procéder au cas par cas, très bien. Trouver le juste milieu, c'est ça. Et le sens du kéro. Parfait. Vous avez tout bon. Il y en a bien 4 et c'était cela. Très, très bien. Et enfin, hop, là, il manque une réponse. La notion de dignité. J'ai vu que vous l'avez tous dit, celle-là. Hop, pardon. Je passe un peu vite. La notion de dignité, c'était bien Kant. Donc, très bien. Du coup, pour conclure, ces attentes morales se retrouvent chez tous les êtres humains, sont considérées comme des attentes intrinsèques, inhérentes à la nature humaine. Voilà, donc là, j'ai bien mis le tous en rouge. C'est chez tout le monde, ces principes qui sont valables. Du coup, voilà, on a fini. Il manque plus qu'un petit QCM. Donc, je vais vous laisser 1 ou 2 minutes pour y répondre. Euh, je ne sais pas si vous voyez bien, normalement, oui. Il y a 2 items, enfin un item qui est un peu faux, donc je vous préviens. Mais si vous vous trompez, c'est pas grave. Du coup, voilà, je vais vous laisser réfléchir et après on corrigera. Ah, j'ai vu que vous ne voyez pas la E. Euh, j'ai peur que si j'enlève, ça va. Ah, tu l'as écrit? Ok, parfait, je vous la lis. Donc, c'est le CCNE ordonne d'effacer l'écart entre les malades et les non-malades. Ok, je pense que tout le monde a eu le temps de répondre. Donc là, je vois un peu les réponses et vous avez fait tous la même erreur. Bon, on le verra après. Mais vous avez dit qu'il y avait un petit piège fourbe. Très fourbe même. Du coup, on va corriger item par item et on verra ce piège-là dans lequel vous êtes tombé. Donc, premier item, le principe de bienfaisance implique de faire du bien et de bien faire. Donc là, j'ai vu que ouais, il me semble que tout le monde a mis la A. Hop, il y a juste une personne, je crois, qui l'a pas mise. Oui, il y a juste une personne qui l'a pas mise. Euh, Après, là, il n'y a pas vraiment d'explication, c'est vraiment la définition. Le principe de bienfaisance, c'est 2 choses, faire du bien et bien faire. Voilà, donc il ne faut pas trop s'inventer de pièges sur ce genre d'item. Ensuite, l'item B, la dignité est une valeur intrinsèque à la personne humaine, elle varie selon chaque personne. Alors là, personne ne l'a mis, celle-là. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Donc c'est vrai, elle est bien fausse, mais est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Elle est absolue, elle ne varie pas. Très bien. Plus j'avais insisté là-dessus. Euh,
Ce qui varie, c'est le prix, qui est une valeur relative. Ensuite, item C. Donc là, parfait aussi. Je pensais qu'il y avait des personnes qui auraient pu se tromper sur celle-là, mais personne ne s'est trompé. Donc, une des caractéristiques de la sagacité, le sens du Kéro, qui est de trouver le juste milieu entre deux extrêmes. Donc, c'est bien faux. Est-ce que quelqu'un se souvient de la bonne définition? Très bien, c'est d'attendre le bon moment. Super bien, vous avez très bien retenu. Ensuite, la D. Le principe de justice ordonne de respecter la dignité de tous. Pareil, j'avais insisté là-dessus. Quand vous entendez dignité, respect de la dignité, c'est forcément le principe de justice. Et du coup, vous vous doutez bien que le piège, il était sur la E. Le CCNE ordonne d'effacer l'écart entre les malades et les non-malades. Très bien, Maria, tu as vu le piège. C'était sur effacer. Donc, c'était pas effacer, c'était de réduire l'écart. Donc là, c'est un piège un peu fourbe. Je ne sais pas si je peux vous poser ce genre de questions. Mais en tout cas, j'ai voulu vous le mettre pour vous montrer que même si le cours est facile, il peut avoir des QCM compliqués. Donc, il faut vraiment avoir tout compris. Le but du CNE, c'est de réduire cet écart, puisqu'on a vu qu'on ne pouvait pas effacer cet écart, en fait. Vous avez pris des exemples de la maladie d'Alzheimer. On ne va pas dire maladie d'Alzheimer, on va dire troubles apparentés à ceux de la maladie d'Alzheimer. Mais on pourra jamais effacer cet écart. Voilà, j'espère que c'est clair du coup pour ce piège. C'est normal que vous soyez trompés. Hein. C'était fait exprès. Voilà, du coup, les réponses étaient AD. Du coup, on a fini. On a fini un peu en avance, il est 27. Donc j'avais bien raison, on a fini avant 30. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu? Pas de questions, ok, parfait, super. Voilà, du coup, merci pour votre attention. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous faire ce cours avec Léa. Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait un cours. On vous a mis nos réseaux, du coup, enfin notre Facebook. Donc, si vous avez des questions, ou que ce soit maintenant, que ce soit sur ce cours, d'autres cours, si vous avez un petit coup de mou, même pendant l'année, vraiment, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Facebook, on répondra. Voilà, merci beaucoup à vous. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation pour cette rentrée. Malheureusement, je fais que ce cours, parce que je n'ai pas eu le temps de vous en faire des autres. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, voilà. Passez une bonne journée et à bientôt peut-être.